Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Une chance qu'on a Donald Trump. Sinon, on ferait rien à la radio. On ferait des recettes, puis je sais pas, des sorties culturelles. Non, on a de la matière là, pour l'actualité. Bon, OK, c'est correct. Je vous rappelle que le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. On parle de 303 milliards de barils. Et c'est plus même que l'Arabie Saoudite, qui est à 267 milliards de barils. Mais c'est pas pour ça que Donald Trump a envoyé ses militaires aller chercher M. Maduro au Venezuela. Avec nous, Pierre Saint-Cyr, qui est colonel à la retraite des Forces armées canadiennes. M. Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonne année. J'espère que 2026 sera une année moins rocambolesque que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Mais je vous souhaite que du bonheur, M. Dutrisac. C'est gentil. Bon, dites-moi, vous, votre réaction, quand vous avez vu ça, là, toute l'opération qui a été annoncée tout à coup, là, qu'on a kidnappé M. Maduro avec son épouse pour l'amener à New York, ça a été quoi votre réaction d'un point de vue militaire? Écoutez, oui, strictement d'un point de vue militaire, c'était une opération qui a été menée d'une main de maître, qui au niveau technique était exécutée d'une façon parfaite. Alors pour le côté militaire, là, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien préparé. Je vous rappelle que c'est pas une opération qu'on peut préparer en dedans de quelques semaines. C'est une opération qui a dû prendre plusieurs mois de préparation, au point tel qu'ils ont même reproduit des édifices similaires sur une base au Kentucky pour se pratiquer. Donc, il y avait déjà depuis plusieurs mois des intentions stratégiques de la Maison-Blanche de passer à l'action, d'où une préparation de longue haleine et aussi le fait de la mobilisation de nombreux équipements. On parle de 15 000 hommes de troupes qui ont été envoyés dans les Caraïbes auparavant. Le positionnement d'au-delà de 150 avions de combat, de transport et d'hélicoptères et de drones qui ont été utilisés. Donc, tout ça, là, M. Dutrisac, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des mois de préparation pour faire puis réussir une opération de la sorte. Mais ça relève de qui, ça, M. Saint-Cyr, là, de réussir une opération militaire de cette façon-là? Parce qu'il y en a eu dans le passé. On se souvient même de l'opération de Jimmy Carter en Iran qui avait été une catastrophe. Donc, ça relève de qui? Puis quelles sont les embûches à surmonter? Écoutez, c'est une opération qui se fait conjointement. Alors, c'est ça, ce n'est pas une organisation des Forces armées américaines, c'est plusieurs. Là, on parle de l'aviation, l'armée et même la marine, les forces spéciales. Alors, ils vont créer un groupe qui va intégrer pour cette opération-là, qui vont intégrer un commandement et de là, on va aller chercher des ressources à l'intérieur de ces organisations-là pour conduire l'opération. Et pour ce faire, il faut analyser vraiment, faire une analyse vraiment de la mission. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Et de là, on va découler les actions qui sont entreprises. Et pour comprendre les actions, on va falloir que, pour identifier les bonnes actions, il va savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Alors, le renseignement est important, le renseignement humain, le renseignement électronique, l'identification des points de défense, l'identification des éléments à maîtriser, à éliminer ou à carrément les neutraliser. De quelle façon qu'on va faire ça? Ça va tout être étudié. Quels sont les points de vulnérabilité? Quels sont les points qui sont critiques si l'opération va avoir un échec, si on ne réussit pas ce point-là? Alors, il y a toutes sortes de normes à respecter. C'est mis ça dans un plan de planification. C'est étudié. On va découler des actions en conséquence. On va pratiquer ces actions-là. Puis, on va interjecter des défis dans ces actions-là. Admettons qu'il y aurait telle éventualité qui se présente, telle chose qui se présente. Comment qu'on réagit dans tout ça pour s'assurer qu'au moment de l'action, ça se passe selon une chorégraphie qui a été pratiquée. Je lisais, on parlait même de l'importance du vol de nuit, la luminosité de la Lune. Ça va jusqu'à là, pour savoir, évidemment, pour voir ce qu'on fait. Mais l'équipement de l'armée américaine est redoutable pour aller chercher un président d'un pays qui devait se sentir assez en sécurité pour être en compagnie de sa femme.
Oui. Alors, pour venir au vol de nuit, c'est sûr que dans une opération de la sorte, l'élément le plus important, puis ça, c'est, vous irez voir dans la documentation, c'est la surprise. C'est l'élément de surprise qui joue un rôle vital. La nuit nous amène déjà une partie de cette surprise-là parce que il y a une espèce de visibilité qui est cachée par la noirceur et le fait que les appareils vont arriver tout feu éteint, que les pilotes vont avoir des lunettes de vision de nuit, que les troupes au sol ont des lunettes de vision de nuit, sont capables d'opérer dans cet environnement-là qui est difficile pour l'opposant peut-être de s'adapter réellement. Alors l'effet de surprise est important et la nuit le procure. Maintenant, pour aller faire une opération chirurgicale, comme je vous dis, l'important, c'est le renseignement. Alors, où il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses habitudes, qui est autour de lui, qui est capable de le protéger, d'une façon dans un cercle rapproché, dans un cercle plus loin, dans un cercle encore plus grand. Alors, c'est pour ça que les Américains ont frappé les bases militaires qui étaient limitrophes au palais présidentiel, qui ont neutralisé les gardes qui étaient proches de lui. Alors, c'est une espèce de rayonnement, si vous voulez, de force qui va Ouais. l'amener jusqu'à l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire neutraliser? Pas en termes militaires, là, dans la vraie vie, M. Saint-Cyr. Mais neutraliser, c'est que soit l'équipement ou la personne est incapable d'agir. Elle n'est pas éliminée, c'est-à-dire c'est pas détruit, et elles ne sont pas tuées. Ils sont carrément dans une position où ils ne peuvent plus se servir de leurs armes, où ils sont incapacités, ils sont pas à mesure de fonctionner. Ça, on appelle ça neutraliser. Ouais. Le vocabulaire est important, hein? Oui, Oui. oui. Là, on parle beaucoup du droit international. Là, les gens disent Trump avait. Est-ce que ça concerne les militaires, ça? Est-ce que ça les touche d'une façon ou d'une autre de savoir que ce qu'ils font, ce qu'on leur demande de faire, c'est légal ou pas? Vous entrez dans un sujet délicat. Écoutez, le militaire doit respecter, comme aux États-Unis, la constitution d'un pays, ou doit respecter les dirigeants politiques d'une nation. Si le militaire va à l'encontre de ça, on appelle ça un coup d'État. Hein, c'est aussi simple que ça. Hmm. Donc, mais par contre, ça ne veut pas dire que l'autorité politique a une vision claire et une vision juste pour faire des actes qui peuvent amener des gestes qui sont illégaux. Alors, le militaire a dans ses règlements le droit de s'opposer à des actions qui sont illégales. Alors là, ça, je vous pose ça, là, on l'a vu aux États-Unis il y a quelques semaines, il y a des gens qui se sont élevés sur ce sujet-là, surtout sur des frappes des petits bateaux. Maintenant, dans le feu de l'action, ça a déjà été validé si l'action était légale ou pas. Je parle du côté du droit de la guerre, pas du côté du droit international, du côté du droit de la guerre. Dans chaque commandement, dans chaque quartier généraux maintenant, il y a des avocats qui sont là. Il y a des avocats militaires qui vont conseiller les commandants militaires pour leur dire le geste que tu vas poser, il est légal ou il est illégal. Alors, il y a déjà une structure pour aider au commandement à prendre les bonnes décisions. Ça, c'est sur le droit de la guerre. Au niveau du droit international, bien là, le militaire n'est pas là. Là, c'est vraiment une question politique, c'est une question nationale. Le militaire n'interviendra pas nécessairement si c'est contre le droit international. Il va agir selon son commandement. Avez-vous le Qui est sentiment, M. politique, là. Saint-Cyr, qu'au Canada et au Québec surtout, il y a une réaction anti-militaire primaire d'office, d'emblée. Là. Tout de suite, on s'oppose à toute intervention militaire. Alors que, dans ce cas-là, Nicolas Maduro, c'est une crapule, c'est un narcotrafiquant, c'est un dictateur. Je veux dire, on peut pas avoir plus de qualificatifs pour un homme qui est pas censé être à la tête d'un pays. Comment vous expliquez ça? C'est toujours cette réaction viscérale anti-militaire au Québec? Mais c'est historique un peu chez nous, là, Monsieur Dutrisac. Là. Vous savez que le militarisme chez nous, c'est pas vraiment populaire. Les deux guerres mondiales, ça n'a pas été un engouement de la part des Canadiens français et des Québécois de se lancer dans cette aventure-là. Même qu'il y a eu des émeutes dans les grandes villes au Québec pour justement contre la conscription. L'utilisation du militaire en 70 lors de la crise du FLQ encore a amené une autre image du militaire. Oui, Ça c'est n'a vrai que pas la aidé, ça. population,
Ouais. Non, ça n'a pas aidé. C'est sûr que la population canadienne, ou particulièrement québécoise, a pas peut-être, j'espère que ça va changer, a peut-être pas une bonne idée. Par contre, c'est mal connaître les forces canadiennes. Parce que les forces canadiennes font des choses merveilleuses, puis je pourrais vous en dire, vous en expliquer longtemps. Et parmi ceux-là, on a des unités des forces canadiennes qui sont francophones, entièrement francophones, comme le Royal 22e Régiment, l'escadron 430 de Valcartier, le 12e Régiment blindé du Canada. Ce sont des unités francophones qui ont fait des gestes héroïques dont tous les Québécois devraient être fiers. Ouais. Alors Mais il pourquoi? reste les C'est une question scandales, historique, là. les scandales de sexisme, Oui. d'agression sexuelle, de racisme, de tout ça c'est réel aussi. Là. Tout ça appartient aux forces Définitivement. armées Ça, canadiennes. non, Quand, non, on se le cache pas. On est ouais, ouais. on est un reflet de la société. Hein, n'oubliez pas ça. Là. On est un Mhm, reflet de mhm. la société. On prend les mesures. On espère que les mesures vont être efficaces. Actuellement, il semble que les mesures sont de plus en plus efficaces, que c'est à la baisse, ces Pour contrer. mésaventures-là. Ouais. Ouais. OK. Quand vous voyez, M. Saint-Cyr, Nicolas Maduro, je le lis, là, je lis le titre d'un article de Radio-Canada, L'homme du peuple à la poigne de fer. L'homme du peuple. Est-ce que des fois vous dites, ils devraient peut-être consulter avant d'écrire leur titre? Oui, oui, parce que ça veut dire quoi, ça, l'homme du peuple? C'est un Ça veut dire que chauffeur d'autobus. c'est quelqu'un qui a émergé de la société et qui a monté versus quelqu'un qui s'est lancé rapidement en politique puis est devenu un politicien et puis de fil en aiguille est devenu un chef d'État. Ça veut dire quoi, l'homme du peuple? Pour moi, l'homme du peuple, c'est quelqu'un qui est proche du peuple, qui comprend le peuple, qui a vécu avec le peuple, qui sait exactement le sentir, le pressentir et agir en conséquence directement avec je vous dirais, des problèmes qu'ils vivent. C'est peut-être ça, l'homme du peuple. Mais maintenant, pourquoi ces gens-là sont élus puis deviennent des tyrans par la suite? Est-ce que les élections ont été valides? Est-ce que les élections n'ont pas été truquées pour le faire passer? Non, mais C'est la des tyrans, perception, d'ailleurs. c'est que si Trump, qui n'est pas mon ami personnel en passant, là, mais si Trump s'en prend à quelqu'un, cette personne-là devient automatiquement une victime, même si c'est un dictateur. Oui, ben là, ça serait encore là. Oui, il y a toujours il y a toujours quelqu'un qui utilise la force et de l'autre côté, la victime de cette force-là. Ouais. C'est évident. Mais pourquoi que c'est comme ça? Bien, ça prend, je crois que la société veut avoir une image noire et blanche. Le gris, il aime pas ça, donc ils vont identifier le bon et le méchant. Puis Hum, hum. nécessairement, Maduro tombe du côté des méchants, avec raison, Ben, mais j'espère. c'est comme ça. Ouais. La motivation de Donald Trump, là, tout le monde, c'est pas libérer le peuple du Venezuela, c'est d'aller chercher ces 300 milliards de barils de pétrole au Venezuela qui ne sont pas exploités. Définitivement, la richesse pétrolière est l'argument majeur. Et puis on l'a vu dans son discours, il n'a pas amené des mesures pour faire la suite du gouvernement Maduro. Il a juste dit on va prendre le contrôle, mais le contrôle était axé vis-à-vis les richesses pétrolières. C'est toujours ça. Alors le but des États-Unis, il faut pas s'en cacher. Il est mercantile. C'est un but qui veut absolument s'enrichir et d'aller chercher, comme en Ukraine, ils veulent aller chercher des terres rares ukrainiennes. Ils veulent aller chercher aussi les réserves minéraux qu'ils ont au Groenland. Et puis, ben nous, on a aussi des réserves qui sont intéressantes, que ce soit en eau potable ou Ouais. en bois d'œuvre ou en pétrole. Donc, Est-ce que c'est le dur à Canada suivre. devrait s'inquiéter? Ben, l'inquiétude vient de deux choses. Récemment. La première chose, c'est que la nouvelle politique de stratégie de défense des États-Unis qui a été publiée au mois de décembre indique clairement que l'hémisphère des trois Amériques est sous l'œil des États-Unis. Alors ça nous inclut. Puis l'autre chose, c'est vraiment la suite de ça dans la promotion de la doctrine Monroe, comme il a mentionné dans son discours. On fait partie de ça. Alors, dans l'autre, Que les États-Unis aient une mainmise sur toute la région. sur les trois Amériques, Nord, Ouais. Sud et Centrale, dans leur publication historique, ils utilisent un terme qui s'appelle de Manifest Destiny.
en voulant dire que pour eux, éventuellement, ça sera à eux tout ça. De quelle façon ils vont s'y prendre? Ils peuvent s'y prendre avec la force, comme on a vu, Ouais. mais il y a peut-être aussi une façon économique qu'ils peuvent s'y prendre. Alors donc, euh, Mais c'est à d'un point voir. de vue Est-ce qu'on est militaire, on n'est pas à la hauteur. Là. On a quoi, 72 000 soldats au Canada? Quelque chose comme Oui, ça? environ 78 000 soldats avec plus la Ouais. réserve, on frise de 100 000. C'est sûr que c'est pas nécessairement le nombre de personnes, mais c'est les moyens aussi. Au niveau armement, au niveau munitions et tout ça. Hmm. Puis il y a l'autre facteur aussi, c'est qu'on est très lié avec les États-Unis pour se défendre, avec le NORAD, Ouais. qui est une organisation qui défend les deux nations. Alors comment tout ça va se couper, puis qu'on devienne, nous, une victime? Euh, je ne Ben, crois pas écoutez, qu'il y aurait je ne crois pas une intervention militaire américaine chez nous. Je ne crois OK. pas. Faut qu'on se quitte, M. Saint-Cyr, mais juste avant qu'on se quitte, là, Nicolas Maduro, c'est pas la seule crapule là, au pouvoir en Amérique latine. Alors, Trump a mentionné la Colombie, le Honduras, le Mexique, il y a des narcotrafiquants dans tous ces pays. Est-ce que ces pays doivent s'inquiéter de la présence des intentions militaires de l'administration de Donald Trump? Il devrait s'inquiéter en autant que Trump veut se faire un nom. S'il a besoin de popularité, s'il a besoin, c'est un bully, s'il a besoin de s'affirmer sur la scène internationale, il pourrait faire une action comme ça. Mais c'est la suite. Alors, je crois que c'est vraiment au niveau stratégique, là, puis au niveau, c'est une difficulté, là. C'est beau frapper, mais c'est l'après. Ouais. Puis actuellement, on n'a pas d'après vraiment clair avec le Venezuela, comme on n'a pas eu pour la Libye, comme on n'a pas eu non plus pour En l'Irak. Irak, Alors ouais, c'est maintenant, ça. si on commence à frapper à Cuba et à Colombie, le peuple américain, surtout le Congrès, va Hmm. demander au président de dire hey, dis-nous ce que tu fais parce qu'on comprend pas. Puis ça nous Ouais. met nous en péril, tout ça. Mais une chose, par exemple, qu'il faut se Oui. dire, M. Dutrisac, c'est que si on frappe comme ça les méchants bonhommes de l'autre côté, on devient, nous, le méchant bonhomme. Et puis, les leçons du 11 septembre, il l'a oublié parce qu'il devient vulnérable lui aussi. Là. Hmm. L'Amérique devient de plus en plus vulnérable. Mais au Venezuela, puis on va se quitter là-dessus, M. Saint-Cyr, là, mais au Venezuela, Maduro gérait pas ça tout seul. Il y avait les généraux, il y avait le militaire qui était complice, il y avait la classe politique qui est corrompue. Ouais. On a beau enlever, de décapiter le pouvoir, il reste tous ceux qui obéissaient et qui étaient Oui, complices. définitivement. Alors, c'est pour ça que ce qui est douteux, c'est d'avoir une entente avec ces gens-là pour leur dire, je te laisse la vie sauve, mais j'ai accès au pétrole. Alors, le gouvernement va gouverner avec un fusil sur la tempe sans avoir un changement de régime. Hmm. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes. Un gros merci. J'espère qu'on va se reparler. Merci à vous. À la Merci. prochaine.